Donc, j'aimerais maintenant accueillir Élisabeth Gauthier, notre collègue, un sujet fort attendu. Je sais que tout le monde avait envie d'entendre parler des 10 décisions marquantes de l'année, là. Mais j'ai maintenant le plaisir de vous présenter Élisabeth. Élisabeth est avocate, elle pratique au sein du groupe de travail, emploi et droits de la personne. Elle œuvre principalement dans le domaine des relations de travail, tant individuelles que collectives, où elle conseille et représente nos clients. Et voilà, aujourd'hui, Élisabeth va aborder un thème d'actualité, la légalisation du cannabis. Quels impacts concrets pour l'employeur? Donc, je suis bien hâte de t'entendre. Donc, voilà, je te cède la parole. Bonjour. Ah, ça fonctionne. Bonjour. Alors, vous constatez que je suis seule sur l'estrade, mais je tiens à remercier mon collègue Renaud Charret, qui est stagiaire, qui est assis dans la salle juste à ma gauche, qui m'a grandement aidé pour la préparation de cette présentation. Donc, merci beaucoup. Et je sais qu'il y a une autre stagiaire qui travaille également en collaboration avec nous, Émilie Bolduc, nous a aidés dans le cadre du colloque. Alors, juste un petit mot pour les remercier de leur implication. Sans plus tarder, on va aborder ce sujet d'actualité. Est-ce qu'il y en a qui en ont entendu parler ici dans la salle? Est-ce que vous savez un peu de quoi on parle? En fait, aujourd'hui, le but de la présentation, ça va être un peu de démystifier ce qui va arriver avec la légalisation du cannabis à des fins récréatives, parce que vous le savez que c'est déjà légal à des fins thérapeutiques. Est-ce que vous saviez que c'était déjà légal depuis 2001 à des fins thérapeutiques? OK. Alors, vous le saviez peut-être ou peut-être pas. Bref, le contenu de la présentation d'aujourd'hui, on va parler un peu des faits. On va également parler des obligations des employés versus les obligations des employeurs et les droits de chacune de ces parties, ainsi qu'aborder les défis qui se présenteront aux employeurs. Donc, peut-être que vous aurez des questions. Je vous invite juste à attendre. Également, la pause suivra ma présentation. Donc, si vous avez des questions plus précises, là, puisque c'est un sujet qui est assez... qui pique la curiosité des gens, je vous invite à venir me voir peut-être après la pause ou à poser vos questions à la fin. Alors, sans plus tarder, quelques petites statistiques. En 2016, le cannabis était la drogue la plus consommée au monde. En 2013, c'est la drogue qui est au premier rang chez les jeunes au Canada. Selon une étude qui a été réalisée en 2016, 40% des gens au Canada ont révélé en avoir consommé dans l'année précédente et 10% au cours de la dernière année. Aucune drogue n'est utilisée chaque année par plus de 1% des Canadiens. Donc, ça vous donne un portrait là, à quel point le cannabis est utilisé fréquemment chez les Canadiens. Alors, la légalisation du cannabis à des fins thérapeutiques s'est faite en 2001. La légalisation du cannabis à des fins récréatives est initialement prévue pour juillet 2018, mais il se peut qu'il y ait des délais puisque le projet de loi est encore sous étude. Par contre, on peut déjà envisager certains défis qui se présenteront parce que le texte est disponible et il y a également plusieurs organismes, même au niveau mondial, qui se sont prononcés sur la légalisation. À titre d'exemple, certains pays ont déjà légalisé la marijuana à des fins récréatives, dont plusieurs États des États-Unis. On pense au Colorado, à l'État de Washington, hein, on en entend beaucoup parler, des richesses aussi qui s'en suivent, mais ça déborde le sujet de ma présentation d'aujourd'hui. Alors, quelles sont les croyances qu'on peut entendre par rapport à la légalisation du cannabis à des fins récréatives? 1, les gens vont en consommer au travail. 2, les gens vont en consommer pendant leur pause de travail. Ils vont en consommer sur l'heure du dîner et puis revenir au travail. Ils vont en avoir sur eux au travail. Il va y avoir un trafic de drogue dans l'établissement de l'employeur, contrairement aux lois et règlements en vigueur. Et finalement, il va y avoir une augmentation de la dépendance, de l'abus et des méfaits qui y sont liés. Mais est-ce que tout ça, c'est réellement vrai? On va essayer de démystifier ça au cours de la présentation. D'abord, dans la dualité des parties employeur-employé, quels sont les droits des employés dans leur milieu de travail? 1, ils ont droit à un environnement de travail sécuritaire. Ça, c'est numéro 1. Ils ont droit au respect de leur vie privée. Ils ont droit à des conditions de travail justes et raisonnables. Ils ont droit à la protection des renseignements personnels, ce qui inclut tout renseignement qui permet de les identifier avec un autre qualificatif. Et ils ont droit à une protection contre la discrimination.
Ça, c'est les droits généraux des employés. Mais quelles sont les obligations des employés envers l'employeur? Premièrement et essentiellement, ils doivent fournir la prestation de travail pour laquelle ils sont engagés. On vous le répète souvent, en cas d'absentéisme chronique, de retard ou de manquement au niveau du travail, les employés ont l'obligation primordiale de fournir leur prestation de travail. Les employés ont également l'obligation d'assurer que l'environnement de travail de leurs collègues et que le leur est sain et sécuritaire. Donc, il n'y a pas juste une obligation sur l'employeur par rapport à la santé et la sécurité, mais il y en a également un corollaire sur les employés. Ils doivent également respecter les politiques mises en application par l'employeur et ils doivent collaborer avec l'employeur, notamment lui fournissant les renseignements qui sont demandés. Ce qu'on envisage avec l'implantation de la légalisation du cannabis, c'est qu'il va effectivement y avoir plusieurs changements. Au niveau législatif, et là je déborde un peu de ma présentation, il y a déjà un projet de loi qui a été émis par le gouvernement du Québec qui s'appelle la loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière. Alors ce projet de loi-là vient poser des obligations au niveau provincial. Donc, en plus du projet de loi qui vise la légalisation au niveau fédéral, il y a une loi qui est édictée au niveau provincial et ça, c'est fait dans chaque province. On a étudié, Renaud Charret et moi, toutes les dispositions et les mesures mises en place par toutes les autres provinces au Canada et je vous confirme que c'est uniforme et qu'elles se sont toutes dotées de dispositions précises. Donc, au niveau du Québec, il y a certaines dispositions qui sont intéressantes, qui vont être mises en place par cette loi-là. La première, c'est qu'il sera complètement interdit de conduire un véhicule, que ce soit au niveau novice, débutant, intermédiaire, avancé ou véhicule lourd et dangereux, si les individus ont une présence de THC dans leur organisme. Et là, vous me direz, oui, mais comment on fait pour détecter le THC dans l'organisme? Eh bien, dans son même projet de loi, le gouvernement dit qu'il y aura un appareil qui sera mis en place, et ce sera une détection par voie buccale, et qui devra être approuvé par le ministère. Personnellement, je ne pense pas que cet appareil-là soit déjà au point, parce qu'on connaît les difficultés liées à la détection du THC dans le sang, et également à dire que les facultés sont affaiblies. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'au niveau de la loi, il va être interdit à quiconque de conduire un véhicule s'il a de la présence de THC dans le sang. Et selon nos recherches, on en est venu à conclure que le THC dans le sang peut être repérable plusieurs heures, voire plusieurs jours après la consommation de cannabis. Alors, ce que les centres, par exemple le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, qui publie vraiment d'intéressants documents au niveau de la légalisation du cannabis à des fins récréatives, et je vous encourage fortement à aller consulter leur site Internet. Ce qu'ils disent, c'est qu'il va être recommandé aux individus qui consomment du cannabis d'attendre environ 6 heures avant de prendre leur véhicule pour essayer de faire en sorte que le cannabis sera éliminé de leur système. Est-ce que c'est ça qui va réellement fonctionner? Peut-être. On dit aussi que le test par détection buccale est moins précis que détection sanguine, puisque le THC, c'est manifestement un élément qui se détecte par le sang. Donc, voici ce qui va arriver au niveau de la conduite d'un véhicule. Évidemment, ça va se répercuter dans vos milieux de travail. C'est-à-dire que si vos employés sont appelés à conduire des véhicules dans le cadre de leur travail, ça va être une politique de tolérance zéro, puisque ça va être conforme à la loi. Ensuite, un autre article intéressant de ce projet de loi-là, c'est qu'il est interdit de fumer du cannabis dans les milieux de travail. Alors, si vous vous posiez la question à savoir est-ce qu'on peut l'interdire, la réponse est oui. Est-ce que vos employés fument la cigarette dans l'établissement? Non. Est-ce qu'ils boivent de l'alcool dans l'établissement en travaillant? Probablement pas. Mais sous toute réserve. Sous toute réserve. En fait, le projet de loi vient évidemment s'aligner en cohérence avec les lois sur le tabac et il serait interdit de fumer dans les milieux de travail. Petit hic que mon collègue Renaud me faisait remarquer, c'est qu'on utilise vraiment le terme « fumer » ici. Hein, on utilise le terme « fumer », mais je ne suis pas une experte en cannabis, mais je crois savoir qu'il y a d'autres façons d'en consommer que de le fumer. Alors, et ça, on y reviendra, mais je peux tout de suite vous mettre la puce à l'oreille. Moi, c'est dans le cadre d'une politique interne que je pense qu'il faut adresser ça, parce qu'au niveau de la loi, ça va demeurer incomplet. Le cannabis peut se consommer de plusieurs manières et
Même, vous savez, j'ai donné une conférence il n'y a pas longtemps à des responsables en ressources humaines, puis on m'a même parlé d'un thé au cannabis. Donc, c'est par le biais de politique interne que ça va se gérer, mais je vais en discuter un peu plus tard. Alors, le corollaire des obligations des employés, c'est évidemment les obligations des employeurs. Quelles sont-elles? Premièrement, et ça a fait l'objet de... Je trouve que ce sujet-là est particulièrement d'actualité, surtout si on regarde un des arrêts qui a été cité par mes collègues, l'arrêt R contre Fournier, qui est en lien avec la diligence raisonnable, l'obligation de diligence raisonnable d'un employeur ou d'un superviseur. L'employeur a l'obligation de prendre des mesures pour protéger la santé et la sécurité de ses employés. Cette obligation-là, ça s'appelle l'obligation de diligence raisonnable et c'est une obligation qui est très importante et je vous le dis, de plus en plus de décisions vont être rendues par rapport aux possibles contraventions d'un employeur ou de ses superviseurs en lien avec cette obligation-là. Cette obligation-là découle de la loi sur la santé et la sécurité au travail et oblige l'employeur à être proactif, c'est-à-dire prendre des mesures en amont. Et comment ça peut se refléter concrètement au niveau de la consommation de cannabis? C'est si vous œuvrez dans un milieu de travail qui peut potentiellement être à risque. On parle par exemple d'une usine, d'un endroit où il y a des matières dangereuses, d'un endroit où il y a la conduite de véhicules à moteur. Ce sont des endroits qui, potentiellement, peuvent être à risque dans le cas de personnes qui seraient intoxiquées ou sous l'effet de cannabis ou, entre vous et moi, là, de toute autre drogue et d'alcool. Donc, peut-être avez-vous déjà en place ces mesures de prévention-là, mais si ce n'est pas le cas, c'est peut-être un bon moment, avec la légalisation du cannabis, de prévenir des possibles abus et situations de capacité affaiblie. Alors, comment on fait ça? On élabore une stratégie de formation des superviseurs. Moi, c'est ce que je vous recommanderais, c'est-à-dire de former des superviseurs et les membres de gestion au niveau des possibles effets détectables de quelqu'un qui est sous l'influence du cannabis. Parce que c'est une donnée qui demeure inconnue à ce jour, c'est comment on fait pour savoir que quelqu'un est sous l'influence du cannabis ou il a les capacités affaiblies. Puis je serais bien mal placée de vous dire, bien, dès qu'il a la bouche sèche puis qu'il boit de l'eau, c'est un signe. Ça peut être un signe, mais il y en a bien d'autres, et une séance de formation élaborée pour prévenir ce genre de risque-là et pour informer les superviseurs des signes qui devraient être appelés à détecter, donc qui devraient leur mettre la puce à l'oreille, à mon avis, entre directement dans votre obligation de diligence raisonnable. Donc, pour moi, c'est essentiel. Ensuite, les employeurs doivent user de leur pouvoir de surveillance de manière raisonnable. On en a entendu parler dans les dernières années, les fameuses caméras en milieu de travail. Est-ce qu'on surveille un employé? Est-ce qu'on se met directement derrière lui pour surveiller après sa pause de dîner? Est-ce qu'on se met à le sentir pour voir s'il sent le pot? Est-ce qu'on lui fait faire des tests de dépistage? Les tests de dépistage. Ça rentre dans le droit des employés, non seulement à la vie privée et à leur intégrité, mais également à des conditions de travail justes et raisonnables. On ne peut pas, en tant qu'employeur, dire qu'on va régler les risques potentiels de consommation de cannabis en imposant à nos employés des tests de dépistage, que ce soit par la voie sanguine ou par l'urine. Les tests de dépistage sont soumis à des contrôles très stricts, puis je vais en parler un petit peu plus loin. Je vais vous énoncer les critères. C'est un arrêt qui a été rendu en 2013 par la Cour suprême, l'arrêt Irving, qui a mis en place les critères applicables aux tests de dépistage. Et enfin, l'employeur doit respecter le droit à la vie privée des employés, c'est-à-dire que les employés sont libres, dans leur temps libre, de vaquer à leurs propres occupations. L'employeur doit également ne pas discriminer. Et ne pas discriminer, c'est, vous le savez déjà, sur la base d'un handicap. Quelqu'un qui a une dépendance, on ne peut pas discriminer contre quelqu'un, par exemple, qui viendrait nous voir puis dire qu'il y a une dépendance au cannabis. Mais à mon avis, ne pas discriminer va un pas plus loin en matière de consommation de cannabis en raison des préjugés qu'on peut avoir. En fait, la légalisation du cannabis à des fins récréatives, c'est pour ainsi dire similaire au droit de prendre un verre de vin ou un verre de bière. L'important, c'est que l'employé soit capable d'effectuer sa prestation de travail de façon sécuritaire pour sa santé et la sécurité de lui-même et celle des autres. Donc, ce n'est pas de préjuger que parce que c'est du cannabis, automatiquement, il doit être envoyé chez lui. C'est de l'assimiler pratico-pratique à la consommation d'alcool. Donc, en ce qui a trait à la notion de handicap, qui serait liée à une dépendance, une situation de toxicomanie,
Ça, normalement, vous devriez déjà être pas mal au courant qu'il existe la Charte des droits et libertés de la personne, que vous avez une obligation d'accommodement et que vous devez pousser cette obligation-là jusqu'à la contrainte excessive. En fait, la légalisation du cannabis ne changera rien à ça. Est-ce qu'il va y avoir une augmentation des cas de dépendance? Peut-être. Mais ça, c'est au niveau médical. Ce n'est pas au niveau juridique que ça se traite. Donc, normalement, à ce jour, vous devriez déjà avoir des mesures d'accommodement et de gestion de cas de dépendance en place dans votre établissement. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à le faire et à consulter un avocat pour vous assister à le faire. Ensuite, quand je disais attention aux préjugés, je pense qu'ici, c'est important. C'est important parce que il ne faut pas que les employés se sentent ostracisés du seul fait qu'ils choisissent de consommer du cannabis, par exemple, à domicile, ou, si ce n'est pas interdit, pendant leur pause. Ça va plutôt être par le biais de politiques. Les politiques qui peuvent être les politiques liées à toute consommation de drogue, qu'elle soit légalement permissible ou non, et d'alcool. Donc, plus générale est votre politique, moins elle sera discriminatoire, que la gestion de la consommation de cannabis va se faire. Une fois les obligations de l'employeur passées, quels sont les droits? Quels sont vos droits en tant qu'employeur envers les employés dans le cadre de la légalisation du cannabis? Premièrement, c'est un droit, mais c'est également une obligation, à mon avis, c'est la prévention. Donc, c'est d'élaborer des politiques qui vont venir gérer la possession, la consommation et l'exercice du travail sous l'effet du cannabis. Comment ça peut se faire pratico-pratique? Le premier élément, c'est d'identifier quelle est la définition qu'on accorde aux capacités affaiblies. C'est-à-dire qu'il faut identifier clairement qu'est-ce qui n'est pas toléré chez nous. Ce qui n'est pas toléré, c'est qu'un employé exerce sa prestation de travail avec des capacités affaiblies, que ce soit par le biais de l'alcool, du cannabis ou d'autres opioïdes, par exemple, qui est tout à fait possible. Il faut que ce soit identifié clairement ce qui constitue des capacités affaiblies. Ensuite, il faut que les politiques soient appliquées de façon constante. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient appliquées non seulement à l'égard du cannabis, mais également en matière de consommation d'alcool et de consommation d'autres drogues. Ces politiques-là devraient également décrire clairement quels postes sont à risque pour la santé et la sécurité au travail. Parce que ça, moi, je vous parle d'un niveau général, mais il y a des postes qui sont très, très, très à risque dans une entreprise où la consommation et l'exercice, par exemple, du travail sous le potentiel effet devraient être complètement interdits pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire que des postes, notamment où il y a la conduite de véhicules à moteur, notamment des postes où il y a un risque significatif d'accident de travail, devraient clairement être identifiés comme étant des postes de tolérance zéro. Ensuite, dans votre politique, vous devriez définir les concepts clés. Les concepts clés, c'est notamment les capacités affaiblies, comme je l'ai dit, mais également, quel est le milieu de travail? Donc, si vous interdisez la possession de cannabis, il faut le mettre clairement dans votre politique. Ça veut dire que les employés n'auraient pas droit d'avoir du cannabis sur eux, dans leur milieu de travail. Tout comme vous pouvez déjà le faire pour l'alcool. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà une politique en matière d'alcool? OK, beaucoup, c'est bien. Alors, c'est un peu la même chose, c'est seulement d'étendre cette politique-là aux drogues également, qu'elles soient légales ou non. Enfin, votre politique devrait clairement être adaptée à votre milieu de travail, c'est-à-dire ne pas copier-coller une politique que vous trouverez sur Internet, mais bien l'adapter. Je pense à certains clients qu'on sert parfois au bureau qui sont dans des usines vraiment plus à risque, comparativement, par exemple, à nous, chez Gowling WLG, dans un bureau d'avocat. C'est des milieux complètement différents, puis les politiques devraient également être différentes, parce que les risques ne sont pas les mêmes. Et enfin, il faut élaborer une politique en matière de sanctions. Et ça, c'est le plus important, je vous dirais, non seulement pour que les employés sachent à quoi s'en tenir s'ils consomment du cannabis ou s'ils contreviennent à la politique, mais également pour que vous, à l'interne, vous ayez un mécanisme qui est objectif, qui est constant, puis qui est appliqué à tout le monde de la même manière. Les fameux tests. Qui ici avait l'intention d'implanter des tests de dépistage de drogue avec le cannabis? Je sais, personne ne va lever la main parce que j'ai déjà dit que ce n'était pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. En fait, c'est pas une bonne idée de le faire
je vous dirais sans conseiller votre conseiller légal, sans consulter, pardon, votre conseiller légal parce que c'est sujet à des restrictions très importantes. En fait, ce que la Cour suprême était venue dire en 2013 et qui a probablement fait l'objet d'une présentation comme ma collègue Josée Gervais et mon collègue Pierre Pilote ont fait en début de séance, c'est seulement lorsque le milieu, premièrement, de travail est à risque. Donc, le milieu de travail est considéré comme un milieu très à risque. Et ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant que le milieu de travail soit considéré comme un milieu à risque. Il faut également que l'employeur ait des motifs raisonnables de croire que un ou plusieurs de ses employés exercent leur travail sous l'influence ou qu'un ou plusieurs employés soient directement sortis, par exemple, d'un centre de réhabilitation, d'une cure de désintoxication, ou qu'il y ait eu un incident ou des incidents et accidents au milieu de travail. Donc, ça prend nécessairement un de ces trois facteurs-là, combinés au milieu qui est à risque, pour peut-être permettre les tests de dépistage par voie sanguine ou par voie urinaire. Alors, vous comprenez que, personnellement, ce n'est pas la voie que je privilégie et je vous conseillerais fortement de consulter un avocat avant d'implanter de telles politiques. Mais il y a d'autres moyens de contrôler les risques et je vais en parler un peu plus loin. Les tests de dépistage peuvent aussi, et là c'est une petite parenthèse, être mis en place dans le cadre d'entente de dernière chance. C'est quand il y a des cas de récidive ou bien souvent de dépendance aux substances que vous connaissez probablement. Et lorsque c'est prévu par la législation, c'est un exemple concret qu'on a, là, les pilotes d'avion sont soumis à des tests de dépistage. Vous comprendrez pourquoi. Une décision intéressante qui a été décrite par mon collègue Pierre Pilote est la décision rendue par la Cour suprême en 2017, l'arrêt Elk. L'arrêt Elk est venu confirmer, et là, c'est bien sûr, je ne l'exposerai pas du tout de la même manière, aussi en détail que mon collègue, mais en fait, est venu confirmer qu'un employeur pouvait exiger de ses employés qu'ils dénoncent leurs conditions de consommation ou de dépendance à la drogue. C'est sûr qu'il y a des modulations, puis il y a des interprétations qui doivent se faire par rapport au ratio decidendi de la décision, mais en somme, il est possible pour vous, par le biais d'une politique, d'exiger que vos employés viennent vous parler de leur cas de dépendance ou de consommation récréative de cannabis. Et si c'est le cas, et si des employés viennent vous en parler, parce qu'il se peut qu'ils ne viennent pas vous en parler, mais s'ils viennent vous en parler, premièrement, il faut appliquer les autres principes dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire ne pas faire preuve de discrimination ni de préjugés. Je m'excuse, mon micro, j'ai l'impression qu'il cogne. C'est également de leur offrir de l'aide et du support. Donc, en cas de dépendance, ça va être tout aussi important d'appliquer les mesures d'accommodement, d'accompagnement de ces employés-là afin de les aider dans le cas de leur dépendance, qui est un handicap au sens de la Charte. Par contre, au niveau de ceux qui en consomment à des fins récréatives, ça vous permet aussi d'encadrer et peut-être de mettre plus clairement les balises pour ces individus-là. Cette décision-là est intéressante parce qu'on parlait jusqu'à présent plutôt de l'obligation de l'employeur de se renseigner auprès des employés. C'est un terme que la Commission des droits de la personne utilise beaucoup. L'employeur a l'obligation de se renseigner, a l'obligation d'aller voir ses employés, de leur demander s'ils ont un problème, de leur demander s'ils consomment. Mais vous pourriez aussi, par le biais de politique, rendre l'appareil à vos employés. Je ne pense pas que ça limite votre obligation au niveau que vous devez tout de même être proactif et questionner un employé dont vous soupçonneriez avoir un problème. Mais c'est intéressant de voir que vous pouvez, par le biais de politique, leur dire « Venez nous voir si vous en consommez. Venez nous voir si vous avez un problème. On va vous aider ou on va essayer d'apporter des mesures qui sont adaptées à votre situation. » La fameuse dépendance au cannabis, pour ceux que ça intéresse, c'est quelque chose que vous devriez déjà avoir expérimenté si vous aviez à l'expérimenter. Donc, ce ne serait pas heureusement, mais en fait, c'est quelque chose qui pouvait clairement être présent avant la légalisation du cannabis, tout comme il peut déjà y avoir des dépendances à d'autres substances, que ce soit l'alcool qui est légal ou les autres drogues qui sont encore illégales. La dépendance au cannabis, est-ce qu'elle va être en augmentation? Certains médecins, certains spécialistes ont publié des rapports, notamment un très intéressant rapport que je vous invite à aller voir, du World Health Organization des Nations Unies, qui indique, qui décrit les effets nocifs potentiels du cannabis, que ce soit au niveau de la dépendance ou au niveau des conséquences
psychiatriques ou physiques possibles, les effets secondaires. Donc, peut-être qu'il va y avoir une augmentation de ces cas-là par la légalisation, mais ça ne changera pas du tout au tout du jour au lendemain. C'est-à-dire que vous devriez continuer à appliquer les mesures qui sont déjà en place chez vous au niveau de l'accommodement, au niveau des mesures qui peuvent être mises en place. Est-ce qu'on change le poste? Est-ce qu'on modifie l'horaire? Vous allez déjà avoir des individus dans vos organisations qui consomment du cannabis à des fins thérapeutiques, peut-être. Alors, ces individus-là vont continuer à le faire de la même manière qu'ils peuvent le faire depuis 2001. L'exemple qui est donné sur la diapositive, c'est par rapport aux ententes de dernière chance. En fait, c'est une mesure qui peut être imposée dans le cas où la consommation devient problématique. C'est dans le contexte de l'obligation d'accommodement de l'employeur. Et c'est un peu là la limite de la contrainte excessive, c'est où, au fil d'ententes de dernière chance, parfois successives et nombreuses, il n'y a toujours pas d'amélioration de la condition. Mais à ce moment-là, il va être temps de consulter un conseiller juridique pour confirmer qu'on peut aller à la prochaine étape. Au niveau des mesures disciplinaires, moi, je vous conseillerais de faire une politique séparée. Donc, il y a une politique qui encadre la possession et la consommation, qui décrit ce qui est acceptable en milieu de travail, qui décrit les attentes de l'employeur, qui décrit certains postes à risque. Donc, la politique dont j'ai précédemment parlé. Je vous conseillerais de faire une deuxième politique qui parle des mesures disciplinaires. Mais peut-être que vous avez déjà une politique en place qui peut être très bien adaptée à ce genre de situation. Ce serait une politique que vous avez déjà pour la consommation d'alcool ou la consommation de drogue. En fait, ce n'est pas parce que le cannabis devient légal que les employés peuvent avoir le droit d'exercer leurs prestations de travail avec les capacités affaiblies ou sous l'influence de. Alors, les sanctions, évidemment, vont devoir respecter le principe de la progression des sanctions, c'est-à-dire qu'il va y avoir des avis, il va y avoir des suspensions, il va y avoir des mesures qui vont être imposées, il va y avoir une analyse de chaque situation au cas par cas en fonction des éléments précis. Est-ce qu'un employé, finalement, est atteint de dépendance puis ne nous l'avait pas dit? Ou est-ce que l'employé qu'on soupçonne consommer du cannabis, finalement, est juste dans une mauvaise passe puis a les yeux rouges? Ça se peut. Donc, votre politique en matière de mesures disciplinaires va vous permettre, de toute manière, d'appliquer des sanctions qui vont être uniformes, qui vont être constantes puis qui vont être exempts de discrimination pour tous les employés, pour toutes les situations de consommation qui pourraient mettre à risque leur travail et l'environnement de travail en général. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà une politique de sanctions disciplinaires en matière de consommation? Il n'y en a pas beaucoup? C'est surprenant. Même en matière d'alcool. OK. Mais je vous encourage fortement à le faire. C'est important. Puis, si vous êtes dans des milieux syndiqués, ça peut être fait conjointement avec le syndicat dans le cadre du comité de santé et de sécurité. Donc, c'est des politiques qui peuvent être élaborées conjointement et qui devraient être implantées dans votre milieu de travail. Si vous avez des soupçons, et là, ça revient un peu à ce que je disais en début de présentation, il y a des signes pour reconnaître l'affaiblissement des capacités par l'effet du cannabis, mais ils ne sont pas uniformes. Puis, ils dépendent de chaque individu. C'est-à-dire qu'un individu peut consommer une quantité X et être en mesure d'effectuer sa prestation de travail sans problème, alors que ça va être tout le contraire pour un autre individu. Par contre, si vous vous renseignez et que vous offrez une formation à vos superviseurs, à vos gérants, à vos membres de la direction sur les signes potentiels pour les aider à reconnaître quelqu'un qui serait affecté par le cannabis, moi, je pense que c'est très utile. Ça va éviter, premièrement, que vos superviseurs, vos gestionnaires aient des comportements un peu trop invasifs, peut-être un peu discriminatoires sans le vouloir, et se fient sur des éléments qui ne sont pas pertinents. En ayant des indicateurs clés, on est capable de mieux cerner la problématique et de l'appliquer uniformément. Puis, à nouveau, je vous dirais, dans le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail nomme plusieurs signes. Je vais vous en énumérer quelques-uns, puis vous verrez à quel point c'est général. Détérioration de l'apparence et ou de l'hygiène personnelle, contusion inexpliquée, transpiration, maux de tête, tremblement, crampes abdominales, agitation, bouche sèche, haleine sentant mauvais. Alors, ça, c'est les signes
qui suggère. C'est pour vous démontrer à quel point c'est général et c'est vague, et ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres substances, dont encore l'alcool. Alors, c'est important peut-être de cibler un petit peu plus les signes et de les expliquer à vos superviseurs, parce que si vous aviez des questions sur les effets potentiels du cannabis, bien, dites-vous qu'eux aussi vont en avoir une fois que ça va être légalisé. Si vous avez des soupçons, c'est un peu ce que ma diapositive dit. Moi, je vous recommande d'agir sans jugement et avec empathie puisqu'il peut s'agir d'un réel problème. Je vous recommande également de prendre l'employé à part dans un lieu privé avec un témoin qui vous accompagne, comme c'est la meilleure pratique, et de discuter avec lui pour voir ce qu'il en est. Si la personne est complètement n'est plus rationnelle, vous pouvez la renvoyer chez elle. C'est une mesure que vous prendriez dans une autre situation de toute façon. Si jamais il y a besoin, si c'est un superviseur, il devrait saisir les autorités supérieures pour que ce cas-là soit jugé d'une façon justement à prévenir des possibles contestations au niveau de la discrimination s'il s'agit d'un handicap. Les défis. Quels sont les défis qui s'offrent à vous? Renaud m'a indiqué qu'il y aurait un risque d'accident de travail plus élevé, qu'il pourrait y avoir un risque d'accident de travail plus élevé. Je suis d'accord. Si c'est mal encadré, puis si vos employés partent en folie, je suis d'accord qu'il peut y avoir un risque d'accident plus élevé. Par contre, je pense aussi que si vous ne faites qu'appliquer les mesures que vous avez déjà ou en implanter des nouvelles qui s'appliquent à toute forme de consommation, ça ne devrait pas arriver. Il peut y avoir une baisse de productivité. En fait, ça, c'est un autre effet secondaire du cannabis. Ce serait la baisse de productivité au travail. Il peut y avoir une baisse de productivité que vous pourrez adresser de façon disciplinaire ou administrative, comme vous le feriez si la personne ne consommait pas de cannabis. Il peut y avoir une augmentation de l'absentéisme, des démêlés disciplinaires. C'est possible. C'est possible. Est-ce que ça va réellement arriver? C'est difficile à dire pour l'instant, puisque premièrement, ce n'est pas encore légalisé. Et deuxièmement, évidemment, il n'y a aucune décision qui a été rendue à ce sujet-là par les tribunaux. Il peut y avoir une certaine inquiétude au niveau de l'image et de la réputation de l'entreprise, parce que vous faites affaire avec des co-contractants, des fournisseurs, des partenaires, des clients qui ne vivront pas dans la même réalité que vous, donc qui ne sont pas du Canada, par exemple. Il se peut que ça soit un défi que vous ayez à gérer. Mais comment vous pourriez le gérer, par exemple, c'est si vous pensez que vos employés vont fumer de la marijuana devant la porte d'entrée de votre établissement, au moment où votre plus gros client va rentrer dans l'établissement. Vous pourriez tout simplement leur indiquer qu'ils doivent le faire à une certaine distance ou dans un espace extérieur situé plus loin qui serait spécialement aménagé pour ça. Donc, ça peut être un moyen très simple de contourner des possibles problèmes qu'il pourrait y avoir au niveau de l'image. Et évidemment, l'obligation d'accommodement qui demeure présente, qui pourrait être augmentée parce que peut-être qu'il va y avoir plus de cas de dépendance ou de dépendance ouvertement communiquée étant donné que ça va être légalisé. Alors ça peut être le plus gros défi que vous aurez, c'est d'exercer votre obligation d'accommodement envers vos employés. Un autre défi, évidemment, c'est la reconnaissance des symptômes, comme on en a discuté. Le fait que, pour l'instant, il n'y a aucun test qui soit éprouvé, un test non invasif, c'est-à-dire comme l'éthylomètre, où il s'agit de souffler dans l'appareil. Il n'y a pas ce genre de test-là pour le cannabis. Comme je disais au début de la présentation, il y a la collecte par voie buccale, mais ce test-là n'est pas encore à jour et ne permettra pas de détecter nécessairement toutes les formes de consommation qui ne sont pas par la fumée. Donc, ça, c'est un autre défi que vous aurez, mais de toute manière, si vous m'avez bien écouté, vous avez compris que les tests de dépistage, ce n'était pas nécessairement une bonne idée. Donc, à nouveau, bien que ce soit un gros défi, ça ne veut pas dire que vous auriez pu le faire de toute manière, même s'il y avait un test 100% fiable. Plusieurs aspects demeurent à ce jour sous l'aspect de l'interrogation, notamment le fait que la loi ne parle seulement que de la fumée. La loi québécoise va dire concrètement qu'il est interdit de fumer dans tout milieu de travail. Mais il peut être interdit aussi d'en consommer de quelque autre manière que ce soit, comme je l'ai dit. Alors ça, c'est dans votre politique que vous devrez prévoir cela. Vous avez le droit en tant qu'employeur d'ajouter,
des obligations aux employés qui ne sont pas prévues par la loi, c'est votre droit. Alors, c'est important de dire que toute forme de consommation, qu'elle soit par voie comestible, respiratoire... J'ai lu un intéressant document aussi qui me parlait maintenant de vaporisateur. Donc, je pense qu'il y a toutes sortes de formes. Alors, utiliser un générique, toutes sortes de formes, que ce soit par voie de fumée, comestible, vaporisateur, tisane, peu importe. Et ça, justement, dans votre politique, ça va vous permettre de mieux pouvoir contrôler les employés. Mais on verra ce que la loi dira au niveau des autres formes de consommation, puisque jusqu'ici, elle est muette. Ensuite, est-ce qu'il va y avoir des développements suffisamment importants au niveau des tests de dépistage pour permettre une reconnaissance fiable? On ne le sait pas. Probablement que ça va plutôt se développer au niveau, je dirais, de policiers, donc contrôle routier, contrôle de gens sous l'influence au niveau criminel, parce que c'est des infractions criminelles également. Probablement que ça va se développer à ce niveau-là et qu'éventuellement, on va pouvoir l'appliquer en milieu de travail si on répond aux critères énoncés par l'arrêt de la Cour suprême. Et enfin, qu'est-ce que la jurisprudence va dire? Donc, le premier cas d'arbitrage de grief d'un individu qui a été congédié parce qu'il possédait de la marijuana sur son milieu de travail, contrairement à une politique. Je serais intéressée à savoir ce que la jurisprudence va dire, bien qu'on ait déjà un petit exemple au niveau de l'arrêt Elk, mais l'arrêt Elk, ce n'était pas encore légalisé au niveau récréatif, puis ce n'était pas tout à fait la même chose. Donc, je vais être intéressée à voir ce que la jurisprudence va dire, puis évidemment, si à ce même temps, l'année prochaine, il y a des développements, vous pouvez être certain qu'on va vous en parler. Alors, ça termine ma présentation. Si vous avez des questions, il nous reste quelques minutes. Sinon, je vais être disponible pendant la pause également.